Donc aujourd'hui, on va parler de You Can Farm de Joël Salatin. Jusqu'à présent, c'est le seul et unique livre disponible en français, donc qui a été traduit de Joël Salatin. Le livre original en anglais date de 1998, quand même, j'avais 8 ans. Puis le dépôt légal en français est de 2017, donc il y a vraiment un très gros écart entre la publication en français et la publication en anglais. C'est tiré de son livre, je pense que c'est le plus populaire, là. Donc déjà plus de 60 000 exemplaires vendus dans le monde. Ce livre enfin en français, c'est un condensé de bons conseils pour lancer une entreprise agricole viable et vivable. Vraiment, ce livre-là est à la limite dangereux, je vous dirais, parce qu'il donne envie de se lancer en agriculture. Donne vraiment le goût, il est très encourageant, il est très réaliste. C'est de loin le meilleur livre que j'ai lu jusqu'à présent, dans le contexte où c'est la même optique, la même philosophie que j'ai. Donc ça m'a vraiment conforté dans certaines choses, ça m'a confirmé aussi, parce qu'il dit des choses que des fois, on a le sentiment de, mais on n'a pas les mots. Puis là, il va les dire, puis il a totalement raison. Donc lui, son exploitation, c'est de 220 hectares. C'est principalement aussi des animaux, donc quand même important de le préciser. Si vous voulez faire de l'élevage, ben, je vous conseille vraiment Joël Salatin, allez voir ses vidéos. Il y a plein de vidéos, donc c'est pas lui qui est fait, mais il y a plein de vidéos sur lui. On voit ses installations. Puis d'ailleurs, bientôt, je vais vous parler de son autre livre là, qui est sorti récemment, qui lui est en anglais. Donc, moi, je lis pas vraiment l'anglais, assez peu. Je me débrouille un peu, mais pas trop. Puis, c'est le livre sur tous les plans de tous ces bâtiments, de toutes les constructions qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc, je vais vous en parler bientôt. Pour ce livre-là, comment il est organisé et sur combien de pages? On est sur quasiment 400 pages, 380. 380 pages. Malheureusement, j'ai pas pu le travailler. Vous voyez, moi, je travaille toujours avec un crayon à l'encre tous mes livres. Donc, quand un livre me tombe sous la main, ben, il est souillé pour le restant de sa vie. Puis c'est bien correct comme ça. Mais là, c'est mon frère, en fait, qui me l'a prêté. Fait que j'ai pas pu. Puis dès le début, j'ai eu le regret que j'aurais dû l'acheter, tout simplement. Ce qui est assez rare. Euh, des fois, ça arrive, tu loues des livres, tu es content de ne pas les avoir achetés ou tu les empruntes. Puis là, ben, celui-là, ben, je me suis dit, merde, j'aurais dû l'avoir entre les mains pour de vrai. Donc, je vais vous parler un peu de la table des matières. Là, ce qui est important, ben, je l'ai mentionné, mais c'est les gens qui veulent se lancer en agriculture ou qui veulent aussi comprendre le milieu agricole, qui veulent vraiment avoir une structure viable et vivable. Joël Salatin, il fait pas les choses super esthétiques, il va le dire d'ailleurs plusieurs fois. C'est pas une ferme à couper le souffle chez lui, mais c'est une ferme qui est viable, qui est rentable. Il va le dire, si ce que vous voulez, c'est avoir une grosse maison avec une belle voiture, vous réussirez jamais en agriculture. Il va le dire dès le départ. Donc, il a totalement raison. Lui, c'est une petite maison. Il dit même d'acheter des maisons mobiles. Bref, puis il va parler de sa voiture qui, à l'époque, il avait coûté 50 $. On est vraiment dans les années... ça fait longtemps, là. Puis, c'est ça, c'est tout... c'est bien pensé, mais il n'y a pas de gros investissements. Puis, il n'y a surtout pas de la petite torque esthétique qui est recherchée souvent, qui finalement, c'est elle qui coûte le plus cher. Puis lui, ce qu'il veut, c'est vivre de l'agriculture. Donc, c'est vraiment important d'avoir une structure qui est viable. Puis pour ça, il ne faut pas trop dépenser d'argent, il ne faut pas trop faire esthétique. Donc, puis par exemple, ben, c'est quand même un bon constructeur, c'est surtout un bon ingénieur, là, ses plans. Moi, je suis en train de lire l'autre livre. La structure, c'est tout très bien réfléchi. Euh, mais il va le dire dans le livre, quand il sort, parce qu'il travaille avec euh,
il y a des gens il y a des employés, bref. Donc, quand il sort un niveau pour faire une construction, ben là, les gens sont là, oh, il va faire quelque chose de sérieux, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour dire que il fait de la construction, il fait beaucoup de bâtiments, mais c'est pas 100% d'équerre. Le but, c'est que ça soit fonctionnel et que ça soit rentable. Ce qui est très dur aussi en agriculture, c'est d'être rentable, d'avoir quand même une bonne rentabilité, de ne pas travailler pour rien. Donc, passera pas tout le livre en entier, mais vraiment, si vous avez une chose à retenir, c'est que si vous venez de la ville, je vous le conseille pour comprendre la mentalité agricole, parce qu'il va en parler. Puis, il y a plein de trucs là-dedans. Donc, vraiment, à lire, louez-le, achetez-le, faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Mais pour moi, c'est un must. Fait que c'est ça. J'ai rien d'autre à dire que ça. Vous tirez les conclusions que vous voudrez. Donc, au niveau de la table des matières, donc, qu'est-ce qu'on a? La partie 1, bien, visualiser votre futur. Donc, on a construire sa vision. Là, il va raconter l'histoire de la ferme, de la philosophie, de l'agir. Donc, ensuite, examiner vos idées, les recettes de l'échec. Il va mentionner les échecs, les pires opportunités agricoles. Ça, je pense que c'est dans ce chapitre-là qu'il va en parler. Mais aussi, c'est super intéressant parce qu'il va dire quelles sont les meilleures opportunités agricoles pour faire de l'argent de manière rapidement, puis de rentabiliser son projet, puis quelles sont les pires. Puis, il n'y a pas une fois où je me suis dit qu'il y avait tort. J'ai quand même un petit bagage agricole, là. J'ai grandi sur une terre agricole. Vous le voyez, je côtoie plein de gens dans le milieu agricole. Donc, j'ai quand même une immersion, si on veut, depuis longtemps. J'ai un certain recul par rapport à ça. Puis, il n'y a aucun moment où je me suis dit, il y a tort. Fait que c'est quand même, je trouve que... puis, je me suis plus souvent dit, en fait, il a totalement raison. Donc, dans les pires opportunités agricoles, il va le mentionner, je pense que c'est dans ce chapitre-là. Il va parler du fait que si c'est rendu dans les médias, dans les journaux, ou si l'information comme elle vient à vous par un média, on va dire, c'est qu'il est déjà trop tard. Par exemple, là, il va citer pour les alpagas, pour différents élevages, ou etc. C'est l'effet de mode, en fait. Et si c'est rendu à en parler dans les médias, ben c'est qu'il est trop tard, faut pas se lancer là-dedans, absolument pas, parce que il fallait être là avant. C'est ceux qui en ont eu avant, si on prend l'exemple des alpagas, c'est ceux qui en ont eu avant qui, là, par cet engouement-là, vont vendre des animaux reproducteurs. Là, eux vont faire de l'argent, mais après, ça fait juste s'étouffer. Donc, il va citer l'exemple des alpagas là-dedans. Puis, il a totalement raison, il y a un gros effet de mode. On l'a vu avec les argousiers, les camerises, les alpagas. C'est toutes des choses qui nomment aussi. Donc, il y a un gros effet où les gens, oh, oui, on peut faire quelque chose avec ça, mais le problème, c'est qu'il est trop tard. C'est rendu dans le grand public, il est trop tard. Là, il y a beaucoup de gens qui vont se lancer là-dedans. Puis, par exemple, pour l'argousier, il y a eu un gros boom. Il n'y a pas vraiment de rentabilité à faire de l'argousier à grande échelle pour vendre parce que ben, les gens ne connaissent pas assez ça. Donc, le marché est saturé. C'est super intéressant pour à la maison, pour chez soi, etc. Mais si vous comptez en vivre, bonne chance. Donc, puis récemment, je me promenais puis je voyais des champs d'argousiers abandonnés, en fait. Que tu voyais qu'il n'y avait pas vraiment de suivi parce que c'est ça qui est arrivé. C'est la même chose avec la camerise. Donc, il y a eu un gros boom au niveau de la camerise. Beaucoup de gens se sont lancés là-dedans, puis finalement, ben la demande a baissé ou elle a stagné, mais tu as plus de producteurs. Bref, très dur d'en vivre, surtout là, si tu fais du volume, ben, tu fais pas vraiment d'argent. Il faut que tu ailles faire de la vente directe. C'est ce qu'il y a de plus payant. Puis payant, c'est encore drôle, là. C'est pas. Vous achèterez pas de Mercedes avec ça. Même si je pense pas que vous voulez vous en acheter une, puis je veux pas m'en acheter une non plus. Mais c'était pour imager que personne qui sera riche avec ça. Donc, c'est ça, il va parler de ça.
Donc, les meilleures 10 activités complémentaires, ben, il va parler, par exemple, si vous faites du poulet, d'avoir des poules, ou il va parler de son expérience qu'il a introduit d'autres élevages qui pensaient qu'il n'allait pas être très rentable, mais ça multipliait l'offre de services. Puis au final, c'est pratiquement devenu plus important en termes de vente. Ensuite, lancez votre projet dans la partie 3, acquérir de la terre ou s'installer. Entretenir des bonnes relations avec le voisinage. Il est vraiment excellent là-dedans. C'est drôle. C'est c'est vraiment très drôle. Il pointe très bien les enjeux puis les comportements. On voit que c'est quelqu'un qui a grandi là, dans l'agriculture, dans la terre. Puis, il dit souvent, là, même si, il va dire, même si vos voisins sont en conventionnel, c'est pas grave, il y a plein de choses à apprendre d'eux. C'est pas parce, il faut pas arriver avec des jugements, aller leur dire, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Faut faire ses preuves de son côté, montrer un peu par l'exemple, mais pas chercher à faire culpabiliser. Bref, il est super pertinent. On voit qu'il s'entend très bien avec ses voisins. Puis, tu sais, le rythme de vie est plus lent aussi. Donc, il dit, c'est quasiment humoristique, là. Et c'est vraiment, ça se lit super bien. Il dit qu'une bonne chose à faire, c'est d'aller s'accouder sur le pick-up de son voisin, puis là, de se mettre à jaser. Il dit que les gens adorent lorsqu'on s'accoude sur leur pick-up, et qu'on se met à parler, de prendre le temps, de ne pas aller voir parce que c'est quand même pas un rythme de vie qui est plus lent, mais lorsque, souvent en agriculture, les gens sont ensemble, ben, en agriculture, c'est un travail solitaire. Donc, quand les gens se rencontrent, ben, on dirait qu'il y a comme une baisse de la tension dans le sens où on se repose, on prend le temps de discuter. Donc, il dit, par exemple, il y a un exemple où il marchait près d'un hangar ou quelque chose, puis il voulait parler à ses voisins. Ils étaient tous assis sur des seaux, puis ils discutaient. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pris un seau, puis il s'est assis à côté d'eux, puis il a commencé à discuter. Il n'est pas resté debout à je voulais parler de telle chose, puis besoin de telle chose, puis après ça, je quitte. On n'est pas on n'est pas dans un magasin, en fait. Donc, il faut vraiment prendre le temps de discuter. Puis c'est ça. Des fois, ça peut quasiment prendre la journée. Fait que c'est un autre rythme de vie, puis il l'énonce très bien, il le nomme très bien. Euh, Ce dont vous avez besoin pour commencer, le tout multifonction, ou faire vos achats. Bon, évidemment, on est dans un contexte aussi américain. Le brainstorming, le travail indépendant. Faire évoluer votre modèle, donc l'herbe au centre de tout. Évidemment, lui, il est dans un modèle d'animaux, comme je l'ai déjà mentionné, mais il va parler aussi beaucoup de, ben, pas beaucoup, là, mais il va parler d'Eliot Coleman. Il va faire des références pour des gens qui s'intéresseraient plus, par exemple, au maraîchage. L'herbe au centre de tout, lui, il fait beaucoup de pâturage. Ben, il fait du pâturage régénératif. Même ses bovins, il les déplace à tous les jours. C'est pas dans ce livre-là qu'il va en parler beaucoup, mais il y a des livres en anglais dont vous allez trouver des informations pertinentes à ce niveau-là. Puis évidemment, ben, toutes les vidéos disponibles. L'herbe au centre de tout, ben, c'est amener l'animal à sa nourriture et non amener la nourriture à l'animal. Ça, c'est vraiment important comme modèle pour économiser du temps, pour enrichir ses pâturages, puis pour... c'est ce qui fait sens, en fait. C'est un peu le même principe au niveau du jardinage, au niveau des maraîchers. Ce qu'on dit souvent en agriculture conventionnelle, c'est qu'on va vouloir plus nourrir la plante au lieu de nourrir le sol. Mais là, c'est la même chose. Ce qu'on veut, c'est amener l'animal à sa nourriture et non amener la nourriture à l'animal. D'ailleurs, un point vraiment génial que je trouve dans les plans, dans le livre des plans que je vais vous parler, au niveau de où il entrepose son foin pour nourrir ses bovins. C'est super intéressant, c'est super simple. Il va ramasser son foin, il va le corder dans des wagons à foin, donc des voitures à foin. Il recule à l'intérieur de son bâtiment. Son bâtiment, c'est un grand toit comme ça avec des plus petits toits inférieurs. Donc, lui, c'est sûr que
Au Québec, tu ne peux pas faire le même type de bâtiment à cause que tu n'as pas les mêmes contraintes au niveau de la neige, etc. Mais la logique derrière est vraiment importante. Son foin, il ne décharge jamais de sa voiture à foin parce qu'il va le prendre dans sa voiture à foin, puis il va juste le mettre dans ses râteliers. Donc, il n'y a vraiment pas de manutention. C'est ça qui est génial, c'est la simplicité derrière, c'est l'ingéniosité. Souvent, on voit récolte le foin, prend le foin, corde ça dans un bâtiment. Après ça, reprend le foin, l'amène, le donne aux animaux. Lui, il corde, puis ensuite, il le donne aux animaux. Donc, il n'y a pas de manutention ou la manutention la plus simple qui peut exister. Fait que, bref, c'est ça. Vraiment quelqu'un de très pertinent à aller vérifier, à aller voir ce qu'il fait, que ça soit à plus petite échelle ou à plus grand, bien évidemment à plus grande échelle c'est encore plus pertinent, mais même à plus petite échelle, faut s'inspirer de son modèle pour la gestion des animaux. Donc, biodiversité, l'eau, super important. Il va mentionner un peu ses principes au niveau de l'eau. On a assez peu d'images dans le livre. Donc l'eau, on voit ici que c'est avec une flotte. Donc une bassine avec une flotte. Puis ça, c'est pour... celle-là, c'est pour les poules, les vaches, les porcs, etc. Donc c'est assez peu d'images. Là, on peut voir... Ça, c'est ces eggs. Je ne sais pas si on va bien le voir. C'est eggs mobiles. Puis manquez pas le livre que je vais parler des plants. C'est vraiment super pertinent. Ensuite de ça, faire évoluer le modèle, j'en ai parlé. La fertilité des sols, la saisonnalité, la main-d'œuvre, la comptabilité, établir votre marché. Une chose qui est vraiment, vraiment très importante et qui m'a beaucoup marqué aussi dans le livre, il va parler au niveau de la surface, il va parler beaucoup de location aussi de terrain, donc de ne pas se gêner de louer des terrains, pas nécessairement d'acquérir. Ça permet de faire de l'expérience. Puis, bien évidemment, de bâtir un peu des capitaux suivant ce qu'on en fait. Mais ce qui est important, alors évidemment, là, faut être plus polyvalent dans ce qu'on veut faire. Mais par exemple, il dit, si vous avez 1 hectare, vous pouvez en vivre d'1 hectare. Donc, il faut commencer par faire de l'argent avec son hectare. C'est pas en ayant, par exemple, 30 hectares ou 200 hectares que là, vous allez commencer à être rentable. Il faut Tu peux être rentable avec 1 hectare. Donc, il faut que tu réfléchisses. Ça donne rien. Dans le fond, c'est un peu le principe de ça donne rien de toujours grandir dans l'espoir de. Donc, il y a moyen de faire de l'argent avec, par exemple, un seul hectare. Donc, on l'a vu là, au niveau des modèles. Évidemment, au niveau d'1 hectare, ben là, c'est plus limité en termes d'élevage. On parle plus de peut-être de maraîchage. Donc, maraîchage bio-intensif, etc. Mais il y a moyen d'en vivre. C'est sûr que c'est pas. Ça peut être très difficile, ça dépend des contraintes qu'on a, ça dépend des clients, la clientèle, etc. Le modèle d'affaires, la possibilité aussi de. Mais l'important, c'est la réflexion de commencer par en vivre avec ça, si on veut faire un modèle d'agriculture viable, pour après réfléchir à grandir. Ensuite, on a bien évidemment fixer les prix, la valeur ajoutée. Il va parler beaucoup de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de faire sa propre transformation. Ça, c'est vraiment un must parce que ça rend notre produit unique, ça rend le produit unique. Puis ça fait en sorte que ça augmente ta valeur, ça augmente, tu sais, de vendre des petits fruits, par exemple, je vais donner l'exemple des petits fruits parce que je le connais bien. De vendre ces petits fruits, oui, oui, c'est intéressant. Euh, en clientèle de manière fraîche, puis en clientèle rapprochée, si on veut, en vente directe plutôt. Mais de prendre le surplus, par exemple, puis de faire des produits transformés, ben là, tu augmentes, ton marché, tu augmentes aussi ta conservation. Donc ça, tu peux le conserver, tu peux le vendre à l'hiver. Tu peux faire des marchés de Noël, par exemple. Tu peux faire des tartes, tu peux faire plein de choses. Puis au final, c'est que ça augmente le prix, ça augmente la valeur de ton produit, puis ça te permet aussi de t'offrir un salaire qui est pas nécessairement dans le temps, dans le même temps
que la production. Par exemple, si tu fais toute ta transformation, on va dire que tu fais de la congélation pour les fruits. Si tu fais toute ta congélation, puis ensuite, au mois de novembre, octobre, là, tu fais toute ta transformation, ben normalement, si tu fais juste de la vente fraîche, octobre, novembre, tu n'as plus rien. Donc, tu n'as pas de salaire disponible. Donc, ça te permet d'élargir, en fait, ta période de salaire, tout simplement. Donc, il va parler beaucoup de la valeur ajoutée. Puis il va évidemment avoir une conclusion. Donc c'est vraiment un excellent livre. Moi je vous le conseille. Que je l'ai dévoré. La première journée, j'ai lu 90 pages. Il faisait beau dehors. J'aurais pu faire plein de choses. Mais je voulais le lire, je voulais le finir. Fait que c'est assez rare que je rencontre des livres comme ça qui font en sorte que, entre guillemets, j'oublie tout ce que je veux faire puis je me consacre uniquement au livre. Et celui-là, ça en fait partie. Fait qu'évidemment, ben, je ne peux que vous le conseiller. Bonne lecture!